Dans le quartier animé des bordels d'Athènes, une nuit avec une femme ne coûtait pas plus que 2 pains d'orge plats, ou même moins qu'un pichet de vin bon marché. Ces femmes, appelées porneia, se trouvaient au plus bas de l'échelle de la prostitution, un terme qui les réduisait à de simples objets de bavardage et de transaction. Les discours judiciaires de figures comme Dion et Lysias suggèrent que les pornées servaient souvent 6 à 10 hommes par jour, gagnant à peine de quoi acheter une petite portion de lentilles. Pendant ce temps, les propriétaires des bordels s'enrichissaient, une partie de leurs revenus affluant directement dans le trésor de la ville grâce aux impôts. La loi athénienne n'imposait aucun âge minimum pour entrer dans la prostitution. Les preuves archéologiques et les documents historiques révèlent que des filles aussi jeunes que 10 à 13 ans étaient exploitées dans ces établissements. Chaque fille esclave portait une marque permanente sur la cuisse, brûlée dans sa peau avec un fer chaud, la désignant comme une propriété vivante. La vie à l'intérieur de ces maisons était d'une brutalité extrême. Si une fille refusait de travailler, elle pouvait s'attendre à des punitions horribles, fouet public, famine pendant des jours, ou pire. L'arrivée d'une nouvelle fille était marquée par un rituel particulièrement cruel. Elle était agressée en pleine vue des autres femmes et des clients habituels. Un récit d'un homme nommé Papy de Thessalie affirmait que cela était fait délibérément pour briser son esprit et éteindre tout espoir d'évasion. Les spectateurs se moquaient souvent et riaient, transformant la souffrance en divertissement public. Une fille nouvellement arrivée valait beaucoup plus qu'une femme déjà dans le métier depuis longtemps. Les hommes payaient 10 fois le prix habituel pour être avec quelqu'un d'intact, non encore abîmé. Les écrivains de l'époque décrivaient ces transactions avec désinvolture, comme s'il s'agissait d'acheter des fruits frais sur un étal. L'intimité n'existait pas. Les femmes travaillaient dans des coins de grandes salles séparées seulement par des tissus sales ou des nattes. Chaque cri de douleur faisait partie du bruit de fond, une forme de divertissement pour les hommes qui attendaient leur tour. Avant de découvrir davantage de ces histoires enfouies de douleur et de résilience, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de partager les voix de celles qui ont été réduites au silence dans leur vie. Les propriétaires de ces femmes les classaient souvent dans des catégories troublantes: femmes nubiennes, femmes exceptionnellement petites, celles qui ne parlaient pas, celles qui se défendaient et celles encore considérées comme non brisées. Chaque groupe avait son propre prix et sa propre clientèle. L'art du siècle représente même des compétitions dans lesquelles des hommes tentèrent de dominer une femme qui résistait purement pour le divertissement. Les graffitis trouvés sur les murs des bordels montrent que certains clients payaient un supplément pour le privilège d'infliger de graves blessures, lacérer les visages, laisser des cicatrices ou mutiler de façon permanente. La violence était commercialisée comme n'importe quelle autre marchandise. Certaines femmes étaient annoncées spécifiquement pour les punitions. Lèvres fendues, dents brisées, brûlures causées par des lampes à huile renversées. Ces blessures étaient délibérément recherchées par certains hommes. Pour eux, l'agonie d'une femme devenait une forme d'art, ses cris une mélodie ivre. Dans la même ville qui célébrait la philosophie et le théâtre, la cruauté envers les femmes s'avérait être l'un des commerces les plus lucratifs. Pourtant, la brutalité quotidienne pâlit en comparaison de ce qui se passait lors des festivals religieux. Pendant certaines célébrations, en particulier la fête de Dionysos, les prostituées étaient remises gratuitement à des groupes d'hommes dans le cadre de ce qui était présenté comme un rituel sacré. Les récits survivants décrivent ces scènes sans la moindre honte. Des groupes d'hommes ivres agressant des femmes pendant que la musique jouait, que le vin coulait et que des paris étaient placés sur la durée d'endurance de la victime. Ces jours-là, le dernier lambeau de dignité d'une femme disparaissait. Elle n'était plus qu'un jouet pour la foule. Les notes médicales de l'époque enregistrent des décès dus à des blessures internes, à l'asphyxie et à des hémorragies massives. Les prêtres affirmaient que de tels actes honoraient les dieux. Le vin et le sang des femmes maltraitées se mélangeaient sur l'autel, leur dernier souffle étant reformulé comme des prières pour des récoltes abondantes. Lorsque les festivals prenaient fin, celles qui respiraient encore étaient traînées de retour au bordel pour reprendre le travail. Les mortes étaient jetées au-delà des murs de la ville, leurs corps lancés dans des ravins comme des déchets. Ces atrocités rituelles n'étaient qu'une extension de la violence que les femmes enduraient quotidiennement. Coups constants avec des bâtons, des lanières de cuir ou des poings nus. Les clients fidèles étaient parfois autorisés à participer aux punitions, inventant des jeux cruels aux dépens des femmes pour la moindre erreur, renverser une goutte de vin, mal prononcer le nom d'un client ou simplement se permettre de pleurer. Une femme dans un bordel athénien pouvait se retrouver enfermée dans une pièce totalement obscure sans nourriture ni eau pendant des jours. Parfois, la punition était encore plus cruelle. Elle pouvait être attachée à un poteau de pierre dans la cour ouverte, laissée tremblante dans des vêtements trempés pendant les nuits d'hiver glaciales,
ou brûlantes sous le soleil d'été, sans une seule goutte à boire. Les propriétaires appelaient cela cyniquement une correction de caractère. Les objets à portée de main, gourdins en bois, coupes de vin lourdes, même le côté émoussé des couteaux, servirent d'instruments de discipline lorsqu'une femme désobéissait. Avec le temps, les femmes apprenaient à masquer leur agonie derrière des sourires forcés, car les larmes ou les cris ne faisaient que provoquer leur maître à plus de violence. Dans une ville qui louait la perfection de la forme humaine dans l'art et la sculpture, les corps de ces femmes devenaient des toiles vivantes de bleu, de brûlures et de cicatrices. Si une femme osait s'échapper, la loi ne considérait pas cela comme une quête de liberté, mais comme un vol, le vol d'une propriété appartenant à son maître. Les peines étaient féroces et publiques. Les fugitives étaient souvent marquées au fer rouge sur le front ou la poitrine, les désignant à jamais comme déserteuses. Les archives judiciaires révèlent des sorts encore plus sinistres. Certaines femmes capturées étaient clouées sur des planches de bois et exposées sur la place de la ville comme avertissement aux autres. La mort par soif ou par infection purulente autour des blessures des clous était courante. Certaines femmes désespérées cherchaient refuge dans les temples, se jetant devant les autels dans l'espoir que les dieux les protègent. Mais les prêtres, souvent influencés par des pots de vin, les remettaient à leurs propriétaires contre un petit paiement. Les droits de propriété l'emportaient sur la miséricorde divine. Les fugitives étaient traînées dans des chaînes, leur sang tachant les marches du temple, tâches nettoyées à l'aube par d'autres esclaves. Chaque tentative d'évasion échouée n'apportait que des représailles plus sévères. La justice athénienne disposait de méthodes infinies pour briser la volonté d'une femme tout en la maintenant utile au travail. Pourtant, même cette utilité comptait peu lorsque le marché des nouvelles femmes était si bon marché. Les écrits médicaux de l'époque notent que peu de ces femmes vivaient au-delà de la mi-vingtaine. Les causes de décès étaient aussi implacables que le travail lui-même: maladies sexuellement transmissibles, infections dues à des blessures non traitées, épuisement total et le poids cumulé de la malnutrition et des abus répétés. Celles qui présentaient des blessures purulentes, des écoulements nauséabonds ou des plaies ouvertes n'étaient pas retirées du service. Au contraire, elles étaient forcées de continuer à travailler jusqu'à ce qu'elles s'effondrent physiquement. Les propriétaires considéraient les soins médicaux comme un gaspillage d'argent. Une nouvelle fille coûtait moins cher qu'une visite chez un médecin. Les plaintes des clients concernant l'odeur de chair pourrissante et de sang étaient accueillies par des coups, comme si la douleur pouvait miraculeusement restaurer les tissus mourants. Les fouilles archéologiques près des ruines d'anciens bordels ont révélé des preuves glaçantes. Des squelettes féminins présentant de graves dommages pelviens dus à des rapports sexuels forcés et à des accouchements, des crânes fendus par des coups contondants, des côtes brisées et mal ressoudées, et des déformations de la colonne vertébrale causées par des années de contrainte. Tous ces os témoignent silencieusement d'une vie de violence systématique. Lorsqu'une femme devenait trop malade pour gagner de l'argent, elle était jetée sans cérémonie, transportée au-delà des murs de la ville et abandonnée, qu'elle respire encore ou non. À Athènes, la même ville qui fixait des idéaux de beauté et de proportion, les corps des femmes étaient jetés comme de la poterie brisée. La grossesse n'était pas considérée comme un événement naturel, mais comme un dommage à une propriété précieuse. La punition était rapide et cruelle. Pour prévenir les naissances, les propriétaires forcèrent les femmes à boire des breuvages empoisonnés, les frappaient au ventre ou leur faisaient soulever des charges impossibles jusqu'à ce qu'elles avortent. Les notes médicales anciennes détaillent des pratiques abortives horrifiantes: herbes provoquant des maladies violentes, huile bouillante versée dans l'utérus ou bâton pointu enfoncé à l'intérieur. Si la grossesse ne pouvait être arrêtée, l'accouchement avait lieu sur le même tapis de paille crasseux où les clients étaient divertis. Il n'y avait ni sage-femme, ni médicaments, ni hygiène. Beaucoup de femmes saignaient à mort ou mourirent de fièvre dans les jours suivant l'accouchement. Les archéologues ont découvert de petits os dans les canaux de drainage et les tas d'ordures derrière d'anciens bordels, des restes de nourrissons jetés sans soin. Le meurtre des nouveau-nés était routinier, en particulier pour les filles ou les enfants engendrés par des esclaves. Pour beaucoup de femmes, mettre fin à la vie de leur enfant était perçu comme le seul acte de miséricorde qu'elles pouvaient offrir, les épargnant du même sort qu'elles enduraient. Selon la loi athénienne, ces femmes n'avaient aucun statut d'êtres humains. Leur corps et leur travail appartenaient entièrement à leurs propriétaires. Elles étaient forcées de travailler sous le poids de dettes fabriquées pour la nourriture, les vêtements et le logement, dettes qui croissaient quotidiennement avec des intérêts et des amendes arbitraires. Refuser un client, même connu pour sa violence ou ses exigences dangereuses, était impossible. Le consentement était un concept que la loi leur refusait entièrement. Les documents judiciaires de l'époque racontent des femmes qui tentèrent de chercher justice pour les mauvais traitements,
mais le système était truqué contre elles. Le témoignage d'une esclave ne pouvait être utilisé contre un homme libre à moins que la femme ne soit d'abord torturée pour vérifier sa véracité. Dans la société qui avait inventé la démocratie, la moitié de la population, ces femmes, en étaient totalement exclues, et les femmes esclaves occupaient le plus bas échelon, valorisées moins que le bétail, qui au moins était nourri et abrité régulièrement. Et pourtant, dans les occasions les plus rares, une femme pouvait entrevoir quelque chose de plus, une possibilité, aussi faible soit-elle, de s'élever légèrement au-dessus de la misère. Parfois, cela venait par la faveur d'un riche patron qui achetait sa liberté ou d'un propriétaire qui trouvait un profit à la former comme musicienne ou danseuse pour un divertissement de classe supérieure. Mais pour la grande majorité, ces moments n'arrivaient jamais et le cycle d'exploitation continuait sans pitié. Parfois, une femme pouvait s'élever au-dessus des rangs communs en devenant la favorite de son maître ou d'un riche patron. Dans de tels cas, elle pouvait se voir accorder une chambre privée ornée de bijoux fins, habillée de soieries au lieu de laine grossière et constamment assistée. Pourtant, ces prétendus privilèges n'étaient rien d'autre que les ornements d'une cage dorée. Les favorites comprenaient que leur position était fragile, entièrement dépendante des caprices changeants d'un homme qui pouvait, sans avertissement, les renvoyer dans le bordel commun surpeuplé ou même les faire tuer pour le moindre acte de désobéissance. Les documents historiques révèlent que ces femmes favorisées étaient souvent traitées comme des jetons d'hospitalité. Un maître pouvait offrir une de ses maîtresses à un ami en visite pour la nuit, la lui rendant le lendemain matin comme s'il s'agissait d'une belle coupe de vin prêtée temporairement à un cher compagnon. Même au plus haut échelon de cette hiérarchie sinistre, une femme n'était encore que propriété, son corps un objet, sa valeur mesurée en pièces de monnaie, des chaînes dorées la retenaient aussi fermement que des entraves de fer. Mais la beauté et la jeunesse ne duraient jamais. Qu'une femme ait été une esclave de rue ou une maîtresse chérie, l'âge finissait par lui retirer sa valeur aux yeux de ceux qui la possédaient. La fin était toujours la même, une mort sans nom suivie d'un effacement délibéré. Ces femmes se voyaient refuser la dignité des rites funéraires grecs appropriés. Leurs corps étaient traînés au-delà des limites de la ville et abandonnés dans des ravins ou des tombes peu profondes non marquées. Contrairement à la coutume sacrée, elles n'avaient ni stèle, ni inscription, ni offrande. Même dans le rare cas où une femme obtenait sa liberté, la tâche de son passé la rendait intouchable dans la société respectable. Les anciennes prostituées étaient exclues de la vie civique, devenant des fantômes vivants, présentes mais effacées, comme si elles n'avaient jamais vraiment existé. Les archéologues ont découvert des restes féminins mélangés à des tessons de poterie jetés et à des tas de déchets ménagers, preuve flagrante d'un lieu de repos final qui reflétait leur valeur perçue, moins qu'humaine. Pas de marqueur de tombe, pas de nom, pas de mémoire. Dans une culture qui immortalisait ses guerriers et ses rois dans des vers épiques, les vies de ces femmes disparaissaient sans trace. Leur souffrance était trop courante pour être préservée dans la poésie. Pourtant, la cruauté allait au-delà de l'oubli. Elle était tissée dans le divertissement. Les dramaturges comiques comme Aristophane dépeignaient les prostituées comme grossières, lubriques et dignes seulement de moquerie ou de violence. Dans les théâtres athéniens, les foules rugissaient de rire devant des scènes de viol, de coups et d'humiliation publique. La douleur des femmes était servie comme comédie. À la maison, la poterie peinte affichait des scènes d'agression en groupe, de torture et d'autres actes de cruauté, décorant les coupes de vin et les vases de table. La violence contre les femmes devenait un motif d'art domestique, si normalisé qu'elle se fondait dans le tissu de la vie quotidienne. Les poètes célébraient parfois l'élégance des courtisanes de haut rang, mais les femmes des bordels n'apparaissaient dans les vers que comme objets de ridicule. Leurs cris de douleur étaient transformés en rimes, leurs larmes réduites à des métaphores pour la pluie ou la rosée du matin. Dans une société qui élevait le théâtre tragique à une forme d'art supérieur, les véritables tragédies endurées par des femmes vivantes étaient transformées en blagues. La culture athénienne avait perfectionné l'art de détourner le regard de la souffrance de ceux qu'elle jugeait indignes de compassion, un aveuglement volontaire qui permettait à son économie de prospérer sur l'exploitation des sans-pouvoirs. Les bordels payant des impôts réguliers au trésor de la ville et l'achat et la vente de femmes étaient une affaire lucrative. La démocratie prospérait dans une société où la moitié de la population vivait dans l'esclavage et les femmes étaient totalement exclues de la vie politique. Tandis que Socrate débattait du sens de la vertu sur la place publique, à quelques rues de là, des centaines de femmes étaient échangées comme des marchandises humaines. Tandis que Périclès parlait de l'esprit noble d'Athènes, la ville s'enrichissait grâce au trafic humain organisé. Le marbre du Parthénon,
La grandeur de ses temples, les scènes de ses théâtres, tout était soutenu en partie par les profits d'une économie qui consumait les vies de femmes. La splendeur d'Athènes était financée en partie par le sang et les corps d'esclaves dont l'histoire a choisi de ne pas se souvenir des noms. Les récits modernes de la Grèce antique, qu'il s'agisse de manuels scolaires ou de guides touristiques, passent souvent sous silence cette réalité. Le ventre sombre du monde classique est aseptisé ou omis, comme si le reconnaître pouvait ternir la gloire de l'Antiquité. Les dizaines de milliers de femmes qui ont enduré cette vie restent absentes du récit officiel, leur douleur effacée de l'histoire. Pourtant, leur absence n'est pas le silence. Dans les ruines d'Athènes, leurs ombres persistent encore. Les tombes non marquées, les fragments de poterie portant leurs images, les traces faibles de graffitis dans d'anciens bordels, tous murmurent la même vérité. Leur histoire mérite d'être racontée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ce contenu significatif, veuillez vous abonner à notre chaîne et partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos retours et opinions honnêtes nous aident à apporter davantage de ces histoires cachées à la lumière.